Ahmed Ali Mondroit, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors hier, la pose de la première pierre d'un projet d'aménagement ambitieux à Cavani, très visible en plus puisque beaucoup de monde passe par là. 500 logements, 120 millions d'euros mis sur la table pour un aménagement que vous réalisez, puisque c'est du logement essentiellement. Ahmed Ali Mondroit, comment on met 120 millions d'euros sur la table ? On met 120 000, c'est pas simple parce qu'il faut mobiliser ces financements. Je dis ces financements parce que c'est divisé en plusieurs opérations. Donc 120 millions, vous pensez bien que ça n'arrive pas d'un coup, mais c'est étalé voilà, en fonction de l'avancement des opérations. Mais il faut compter pour bien comprendre de quoi on parle qu'en moyenne, je dis bien en moyenne, une grosse moyenne, il faut compter 200 000 euros à peu près par logement en moyenne. Selon les opérations, ça peut être du 170, 175 jusqu'à 200, 210. Mais en moyenne, on peut... Et 200 000 euros, c'est un logement de combien de pièces ? Non, c'est une moyenne. C'est une moyenne parce que dans nos opérations, on a du T2, comme on peut aller jusqu'au T5. C'est juste une grosse moyenne. Donc, selon les opérations, là, par exemple, quand vous avez une opération de 100 logements, comme celle qui est juste en travaux un peu au-dessus du rond-point du stade, l'opération Les Terrasses, à une centaine de logements, vous faites le calcul, c'est déjà 20 millions d'euros. Donc, plusieurs opérations. Là, on parle d'un périmètre où on va lancer, enfin, certaines sont déjà lancées, même une partie livrée. Il y a 13 opérations qui font ces fameux 510 logements qui ont été annoncés. Donc, en fait, une opération, c'est un immeuble. Oui, voilà, ce qu'on appelle opération. Non, c'est pas, ça peut être plusieurs immeubles, mais c'est une opération lancée en même temps. D'ailleurs, il nous arrive même sur certaines opérations complexes de faire plusieurs tranches. Donc, c'est une opération, ça peut être plusieurs petits bâtiments, mais voilà. Donc, 120 millions d'euros, c'est ce qu'on arrivera à injecter là par rapport à cette opération de requalification urbaine. Maintenant, les 120 millions d'euros, bien entendu, le socle, ça reste la LBU, pour le logement social en tout cas. Ensuite, il y a des financements de la Banque des Territoires, des prêts. Des prêts contractés par la CIM. Oui, bien sûr, c'est la CIM qui va chercher les financements, mais c'est des prêts conventionnés, donc avec certaines règles. Et vous remboursez après sur les loyers? Les loyers nous permettent de rembourser les banques, bien entendu. Après, il faut que quand même notre exploitation soit équilibrée, sinon on va fermer boutique au bout de quelques temps. Et ensuite, depuis 2 ans aujourd'hui, nous bénéficions également des financements d'Action Logement, les fameux financements qu'on appelle PIV. Et ensuite, il peut y avoir ponctuellement des subventions type EDM, des choses comme ça, qui sont des subventions d'appoint pour compléter les plans de financement. Pourquoi une subvention EDM? Parce que vous mettez des panneaux photovoltaïques, parce que vous mettez des ballons d'eau chaude solaire. Pourquoi il y a des financements EDM? Non, ça, c'est les fameuses subventions qui sont fléchées dans les certificats d'énergie. Il y a des contraintes à respecter, donc en fait c'est des choses voilà, qui sont dans l'air du temps. Donc on essaye de respecter ces chartes. D'ailleurs on a une convention avec EDM là-dessus. Et donc c'est des petites subventions qui arrivent et qui complètent quand même nos plans de financement. Donc pour répondre à votre question, ces 120 millions d'euros, ils sont investis au fil de l'eau, mais globalement c'est ce qui est fléché. Et ça va être même peut-être être un peu plus, parce que compte tenu de l'évolution un peu des coûts de construction, parce que depuis la crise sanitaire, on constate une petite dérive au niveau des coûts de construction, mais bon. Alors, 120 millions d'euros, 500 logements, si on prend un peu de recul, c'est quand même une extrêmement bonne nouvelle pour l'économie locale, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont pouvoir travailler, donc beaucoup de salariés qui vont avoir du travail dans la promotion immobilière et dans la construction. On trouve les entreprises pour construire facilement à Mayotte? Je dirais pas ça. Il y a des entreprises pour réaliser nos opérations. D'ailleurs, la preuve en est, quand vous vous baladez à travers Mayotte, vous voyez les chantiers. Oui. Mais malheureusement, il nous arrive de ne pas avoir de réponse dans nos appels d'offres sur certains corps d'État. Lesquels, par exemple ? Pour donner un exemple, par exemple, dans tout ce qui est menuisier aluminium, il n'y en a pas beaucoup. Électricien, quand je parle d'entreprise, je parle d'entreprise structurée. Bien sûr, capable de répondre à un appel d'offres et de conduire des chantiers. On peut avoir des problèmes comme ça, et ça, c'est une problématique qui va se régler, je pense, sur le long terme. Mais
Pour le moment, il nous arrive qu'on ait ce genre de problème. Maintenant, il faut savoir que sur Mayotte, ces 2 dernières années, on a investi en moyenne 115 et 120 millions d'euros. Ça ne se voit pas parce que c'est étalé un peu partout. On a des chantiers de l'abattoir jusqu'à Kombani, en passant par Ouangani, à Djoumouni, un peu partout. Mais c'est déjà un niveau qu'on arrive à atteindre chaque année depuis 2 ans. Et ça va augmenter crescendo parce qu'à terme, quand on atteindra notre vitesse de croisière, on devrait tourner autour de 150 millions d'euros chaque année. C'est beaucoup d'argent, ça. C'est positif pour l'économie mahoraise. Je pense que oui, en tout cas à l'échelle de Mayotte, oui. Nous, on essaie de faire du mieux qu'on peut pour faire notre part du job. Après, le reste, voilà, je ne suis pas compétent. Alors, vous avez donc cette très belle opération, vous en avez cité une autre. Quels sont aujourd'hui les chantiers emblématiques de la CIM à Mayotte et qui sont visibles pour les gens quand ils sont sur les routes? Je commencerai par le chantier de l'abattoir qui s'appelle Marzoukou, dont on a livré la première tranche lors de la visite de notre présidente au mois de novembre, 117 logements. On s'apprête à livrer dans quelques mois la deuxième tranche de 126 logements. Pourquoi choisir celle-là en premier? Parce que jamais on a atteint ce niveau en termes de densité. Ensuite, il y a pas mal d'opérations aujourd'hui sur la commune chef-lieu Mamoudzou. À l'heure où on parle, dans Mamoudzou, on doit avoir quelque chose comme 400 logements en travaux. Sur l'ensemble du territoire de Mayotte, on a à peu près 1400 logements aujourd'hui en travaux, c'est-à-dire 1000 autres logements éparpillés un peu partout et pas mal de projets dans les tuyaux. Notamment, j'en profite pour parler de certaines communes où on n'avait pas jusque-là d'opération. Par exemple, la commune de Kanikeli où on vient de valider une opération qui est en étude. Des opérations dans la commune de Bandrabois et on est en prospection permanente de trouver du foncier et puis surtout on échange beaucoup avec les collectivités pour convaincre les élus, les maires qu'il faut nous aider à trouver du foncier aménageable facilement pour pouvoir lancer des opérations parce qu'il y a des besoins sur le territoire et ça, c'est pas un scoop. C'est pas un scoop, non. Voilà. Alors, justement, pour lancer ces opérations, il y a d'autres opérateurs de logements sociaux qui sont en train de s'installer. Je pense à Action Logement qui va installer son bureau tout à l'heure. Vous voyez ça d'un bon œil, l'arrivée d'autres opérateurs de logements sociaux. Il y a aussi la Cadema qui a mis en place son propre outil. C'est une bonne chose? Bonne chose, oui, il y a de la place pour un opérateur sur le territoire. Vous savez, à La Réunion, ils sont 7 à faire du logement. Et voilà, moi je dirais par rapport à ça, j'ai eu l'occasion d'échanger avec, quand ce projet était en préfiguration, avec nos partenaires Action Logement, parce que c'est des partenaires. Par contre, comme je le dis toujours, il y a quelques problèmes en amont à régler sur le territoire, notamment la disponibilité de foncier aménagé, ce problème d'entreprise à structurer. Donc tout ça fait qu'on soit deux, ok, why not? Par contre, il faut régler les problèmes en amont, sinon il peut y avoir, peut-être, on peut susciter un espèce de problème de cannibalisation entre nous parce qu'il n'y a pas suffisamment de matières premières, etc. Mais bon, je pense qu'il y a des solutions puisqu'on a la structure partenaire également, EPFAM qui est là, qui fait un gros boulot pour dégager justement ces terrains. Du foncier aménagé, il y aura de quoi faire, quoi. Voilà. Alors, autre question importante et que se posent nos téléspectateurs, 117, vous parliez de 117 logements à l'abattoir, 500 logements là sur le projet de Cavani dont vous avez posé la première pierre hier. Ouais. Qui habite dans ces logements? Est-ce que ce sont des Mahorais, des Français? Est-ce que ce sont des gens décasés il y a quelques mois qui vont accéder à ces logements? Qui accède au logement de la CIM aujourd'hui? Moi, pour répondre à cette question qui est assez récurrente dans le paysage local, c'est que les gens qui habitent dans ces logements, c'est des gens qui sont éligibles. Parce qu'on suit les textes comme partout ailleurs en France. Il y a des gens qui sont éligibles, c'est-à-dire des gens de nationalité française, quelles que soient leurs origines de base. Quand ils sont français, ils ont droit quand ils rentrent dans les critères d'éligibilité. Les gens qui sont sur le territoire de façon étrangère, mais de façon régulière, donc carte de séjour, etc. Et nous avons une particularité à Mayotte, c'est que les gens qui, par exemple, qui ont bénéficié de séjours de 1 an, qui ne peuvent pas bénéficier des aides de la CAF,
souvent ils ne sont pas solvabilisés pour pouvoir entrer dans ce type de produit et il n'y en a pratiquement pas. Donc, en résumé, on a des Français, énormément de Français, des gens qui sortent voilà, certains, dans des conditions de logement assez précaires et qui arrivent à avoir des logements décents. Et il y a des gens qui ont des cartes de séjour de 10 ans, par exemple. On en a quelques-uns. Donc, ce qui veut dire que dans les logements de la CIM, on retrouve des gens qui habitent dans des maisons légales, je dirais, pas de l'habitat illégal, dans des maisons légales, mais des maisons qui ne sont pas aux normes. Donc, le mal logement existe aussi dans les logements classiques et qui accèdent à des logements de la CIM. Ça, on en trouve. Bien sûr, on en trouve. Hein. Je vous invite à vous balader dans les nouveaux quartiers là, qui viennent d'être inaugurés, notamment le quartier de Haut-Vallon, où vous verrez la population qui habite. On crée d'ailleurs dans notre projet une certaine mixité sociale et fonctionnelle aussi avec des commerces. Là, par exemple, pour parler de l'opération d'hier à la rue du Stade, ça va être des bureaux, des commerces et du logement, bien entendu. Donc, et dans les catégories de logement de l'opération de la rue du Stade de Cavani, il y a plusieurs niveaux de logements sociaux à l'intérieur? Oui, en fait, il y a une grosse moitié de logements sociaux. Et dans le logement social, actuellement, on a 3 catégories, du très social, du social et de ce qu'on appelle du PLS, un peu le produit haut de gamme du social. Et ensuite, on a du logement intermédiaire, parce qu'il y a aussi de la demande autre que sociale dans Mamoudzou, et du logement libre, tout simplement. Donc, on crée de nouveaux quartiers, mais on crée de nouveaux quartiers équilibrés, à l'intérieur duquel on retrouvera des gens plus favorisés et des gens moins favorisés. Et cette mixité permettra de créer une vie de quartier décente. Exactement. Et non pas de futures zones de délinquance. Exactement, parce que ce qu'on évite de faire, c'est de créer des quartiers dortoirs. Oui. On essaie de s'inspirer des expériences vécues ailleurs pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Maintenant, on a d'autres problématiques à régler parce que des fois, les infrastructures doivent aussi suivre et ça, c'est pas des choses pilotées directement par la CIM. Je pense par exemple à des écoles, des choses comme ça, qu'il faut que ça suive. Là, sur cette opération dont on parle, on a prévu une petite école privée, par exemple, une école maternelle. Voilà, donc tout ça, c'est une valeur ajoutée. Une autre opération à 500 mètres d'ici, il est prévu, on est en pourparlers avec une association qui va exploiter une crèche. Tout ça, c'est des services qu'on apporte à la population qu'on va loger. Et qui permettent aux gens de vivre mieux et de s'inscrire durablement dans les quartiers. Exactement. Ali Ahmed Mondroa, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et on se dit à très vite. Merci, à bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.